Imagine ceci. Un pêcheur ouvre sa boîte de leurre. Dedans, $200 de plastique coloré, des shades parfumées, des créatures artificielles, des sprays attractants. Pourtant, à 20 mètres de lui, un vieux pêcheur avec un simple hameçon et un morceau de savon bon marché sort poisson après poisson. Cela ressemble à une blague. Mais dans la pêche, les blagues coûtent souvent très cher. Voilà le premier conflit que personne dans l'industrie ne veut admettre. Les pêcheurs modernes contre les méthodes oubliées. Le marketing contre la biologie. Et la question la plus inconfortable de toutes, combien d'argent avez-vous dépensé pour des leurres qui n'ont presque jamais touché un poisson? Ce n'est pas votre faute. Depuis 30 ans, la pêche sportive est devenue un marché gigantesque. Leurres parfumés, attractants chimiques, plastique injecté avec formules secrètes. Pourtant, les poissons n'ont jamais signé de contrat publicitaire avec personne. Ils obéissent seulement à une chose, la biologie. Pour comprendre pourquoi des méthodes simples peuvent battre des leurres coûteux, il faut revenir en arrière, très loin en arrière. Bien avant les boutiques de pêche, bien avant les catalogues brillants. Retour dans l'espace post-soviétique, là où la pêche n'était pas un hobby, mais une question de survie. Dans les années 1940, pendant la Grande Guerre patriotique, des villages entiers le long du Dniepr, de la Dena, de la Volga et de l'Irtych dépendaient du poisson pour survivre. Les archives soviétiques montrent qu'en 1943, certaines régions rurales d'Ukraine et de Biélorussie recevaient moins de 400 grammes de viande par mois. Le reste venait des rivières. Les pêcheurs utilisaient tout ce qui pouvait attirer un poisson, pain noir, pommes de terre, abats, graisse animale, morceaux de savon domestique. Oui, du savon. Dans les années 1950, sur les rivières du Kazakhstan et de Sibérie occidentale, les pêcheurs de lignes dormantes, les fameuses Peremiote et Donki, coupaient parfois du savon simple pour attirer le poisson-chat européen, le silure, et surtout le Somik kanalny, introduit plus tard. Ce n'était pas un secret mystique, c'était de l'observation. Les vieux pêcheurs savaient que certains produits riches en graisse libéraient dans l'eau des molécules détectables par les poissons. Aujourd'hui, la science confirme ce que ces hommes avaient compris sans laboratoire. Prenons un poisson commun dans les rivières post-soviétiques, le silure européen. Ce prédateur nocturne possède plus de 100 000 récepteurs gustatifs répartis sur les moustaches, la peau et les nageoires. Autrement dit, il goûte littéralement l'eau autour de lui. Chez les cyprinidés, comme la carpe ou le carassin, l'organe olfactif contient des dizaines de lamelles sensorielles capables de détecter des concentrations chimiques extrêmement faibles, parfois une molécule pour plusieurs milliards de molécules d'eau. C'est 1000 fois plus sensible que l'odorat humain. Ajoutez à cela les conditions typiques de nombreuses rivières d'Europe de l'Est, eau trouble, limon, visibilité souvent inférieure à 50 cm. Dans ces conditions, les poissons ne chassent pas seulement avec les yeux, ils suivent des traces chimiques. Chaque organisme blessé, chaque larve écrasée, chaque morceau de matière organique libère dans l'eau des acides gras, des acides aminés et du glycérol. Pour un poisson, c'est un signal alimentaire. Un message biologique simple, quelque chose est en train de se décomposer ici. Peut-être une proie facile. Voilà pourquoi certaines odeurs déclenchent des touches rapides. Pas parce qu'elles sont magiques, mais parce qu'elles imitent les signaux naturels que les poissons suivent depuis des millions d'années. Mais attention, c'est ici que beaucoup de mythes de pêche commencent. Parce que comprendre le principe biologique ne signifie pas que n'importe quel truc de grand-père fonctionne. Dans toute l'ex-URSS, on entend encore les mêmes conseils autour des feux de camp. Mets de l'ail partout, ajoute du kérosène, trempe ton appât dans de la vodka. Certains jurent que ça marche. La réalité biologique est plus froide. Le poisson ne réagit pas à la superstition. Il réagit à des molécules précises et à des concentrations précises. Trop d'odeur artificielle peut même repousser le poisson. Les carpes, par exemple, évitent souvent les substances fortement parfumées lorsque la pression de pêche est élevée. Les silures deviennent méfiants dans les zones où les appâts industriels sont utilisés constamment. La nature ne se laisse pas tromper indéfiniment. Voilà pourquoi la pêche est un combat permanent entre compréhension et illusion, entre observation réelle et conseil de canapé. Les anciens pêcheurs soviétiques n'avaient pas Internet, mais ils avaient quelque chose de plus précieux, des milliers d'heures au bord de l'eau. Ils observaient la température, la couleur de l'eau, la pression atmosphérique. Ils savaient que lorsque l'eau dépasse 18 degrés, l'activité métabolique des poissons augmente fortement.
À 20 à 24 degrés, les poissons-chats deviennent particulièrement actifs. Lorsque l'oxygène chute après un orage d'été, certains poissons remontent vers les zones peu profondes. Ces détails décident d'une session de pêche. Pas la couleur d'un leurre vendu 15 $. Maintenant, imaginez la scène. Une rivière lente, quelque part dans la région de Poltava ou sur un bras du Don. Eau chaude d'été, visibilité faible. Les poissons cherchent la nourriture principalement avec leur odorat. Dans ce type de conditions, un appât simple qui libère progressivement des composés organiques peut être étonnamment efficace. Pas parce qu'il est secret, mais parce qu'il correspond exactement au système sensoriel du poisson. Et c'est là que commence l'expérience que nous allons analyser dans cette vidéo. Un appât qui coûte à peine $1. Un objet banal que presque tout le monde a déjà vu dans une cuisine. Ridicule au premier regard, mais biologiquement logique. Dans la prochaine partie, nous allons voir pourquoi cet objet libère dans l'eau des signaux chimiques capables d'attirer certains poissons, et pourquoi les anciens pêcheurs de l'Est l'utilisaient déjà bien avant l'apparition de la pêche moderne. Maintenant, revenons au point précis où beaucoup de pêcheurs lèvent les yeux au ciel. Le savon. Sérieusement. Pourtant, si l'on quitte le terrain des blagues pour entrer dans celui de la chimie et de la biologie aquatique, la situation devient beaucoup plus intéressante. Prenons un savon simple, du type que l'on trouvait autrefois dans presque chaque appartement soviétique. Un savon blanc domestique, sans colorant, sans parfum agressif. La base chimique de ce type de savon est un sel d'acide gras obtenu par saponification. En langage simple, on prend une graisse animale ou végétale et on la transforme chimiquement avec une base alcaline. Le résultat est une molécule capable de se dissoudre lentement dans l'eau. Lorsque ce savon se retrouve dans l'eau d'une rivière ou d'un lac, il ne disparaît pas instantanément. Il se dégrade progressivement. À chaque minute, des traces d'acide gras libre et de glycérol se diffusent autour de lui. Et ces molécules ne sont pas étrangères à l'écosystème aquatique. Elles apparaissent naturellement lorsqu'un poisson est blessé, lorsqu'un invertébré meurt, lorsqu'une matière organique commence à se décomposer. Pour un poisson, ce signal chimique signifie une chose, nourriture potentielle. Dans les laboratoires d'ichtyologie, on sait depuis longtemps que de nombreux poissons réagissent aux acides aminés et aux acides gras à des concentrations extrêmement faibles. Des expériences menées sur des poissons-chats ont montré qu'ils peuvent détecter certaines substances organiques à des concentrations de l'ordre d'une partie par milliard. C'est comme sentir une seule goutte d'huile dans une piscine olympique. Ce niveau de sensibilité explique pourquoi certaines traces chimiques dans l'eau peuvent déclencher une activité alimentaire rapide. Dans les rivières d'Europe de l'Est, où la visibilité est souvent réduite par les sédiments, l'odorat devient parfois plus important que la vue. Le silure, le cendre dans certaines conditions, et même les carpes, utilisent des signaux chimiques pour localiser la nourriture. Ce phénomène est encore plus visible dans les eaux chaudes de l'été. À mesure que la température de l'eau augmente, le métabolisme du poisson accélère. À 10 degrés, un poisson peut se nourrir lentement. À 20 degrés, son activité digestive peut être 2 à 3 fois plus rapide. Cela signifie qu'il doit chercher davantage de nourriture. Et lorsqu'il cherche activement, il utilise tous ses capteurs sensoriels. Les moustaches du silure deviennent de véritables antennes chimiques. Les pores sensoriels le long de la ligne latérale détectent les vibrations. Les lamelles olfactives analysent l'eau en permanence. Maintenant, imaginez un petit cube de savon posé sur un hameçon. Lentement, il commence à libérer une trace chimique dans l'eau. Pas une explosion d'odeur artificielle comme certains attractants industriels, mais une diffusion lente et constante. Dans un courant faible, cette trace peut s'étirer sur plusieurs mètres. Dans un courant plus rapide, elle se disperse plus loin encore. Pour un poisson qui se déplace dans cette zone, cela ressemble à un chemin invisible menant vers une source potentielle de nourriture. Et voilà un détail que beaucoup de pêcheurs modernes oublient. Les poissons ne mangent pas toujours parce qu'ils voient un appât. Très souvent, ils l'explorent parce qu'ils détectent un signal chimique. Ils s'approchent, testent avec les moustaches ou les lèvres, puis aspirent l'objet pour vérifier s'il est comestible. C'est exactement ce moment que le pêcheur cherche à exploiter. Mais si la biologie explique pourquoi un tel appât peut attirer un poisson, elle explique aussi pourquoi certaines conditions sont indispensables. Première condition, la température de l'eau. Lorsque l'eau descend en dessous de 8 à 10 degrés, la dissolution chimique devient beaucoup plus lente et l'activité des poissons chute.
Dans ces conditions, même un bon signal olfactif peut rester ignoré pendant longtemps. C'est pourquoi ce type d'appât fonctionne surtout au printemps tardif, en été et au début de l'automne. Deuxième condition, la turbidité de l'eau. Dans une eau très claire, beaucoup d'espèces utilisent davantage leur vue. Les carnassiers comme le brochet ou le sandre préfèrent souvent des proies visuelles. Dans une eau trouble, au contraire, l'odorat devient dominant. C'est là que les appâts diffusant des substances organiques prennent tout leur sens. Troisième condition, la pression de pêche. Dans certains lacs populaires près de grandes villes, comme Kiev, Kharkiv ou Minsk, les poissons rencontrent des appâts artificiels tous les week-ends. Ils apprennent à les éviter. Un appât inhabituel peut alors déclencher une réaction de curiosité ou d'exploration. Mais attention, cela ne signifie pas que n'importe quel morceau de savon fera l'affaire. Les vieux pêcheurs insistaient souvent sur un détail important, la simplicité de la composition. Les savons contenant des parfums forts, des colorants ou des additifs cosmétiques peuvent produire des odeurs étrangères à l'environnement aquatique. Certaines de ces substances peuvent même être répulsives pour les poissons. Dans les années 1980, des pêcheurs sur la Volga racontaient déjà que les savons parfumés ne donnaient presque aucun résultat, alors que les pains de savon simples fonctionnaient beaucoup mieux. Ce n'est pas de la superstition. C'est une question de chimie. Plus la composition est simple, plus les molécules libérées ressemblent à celles présentes naturellement dans l'eau. Voilà pourquoi les anciens privilégiaient les savons basiques, souvent fabriqués avec des graisses animales et des huiles végétales. Maintenant, passons à un autre mythe très répandu chez les pêcheurs modernes. Beaucoup pensent que plus un appât sent fort, mieux il fonctionne. C'est faux dans de nombreuses situations. Dans la nature, la nourriture ne dégage pas toujours une odeur explosive. Souvent, les signaux chimiques sont subtils. Une diffusion lente peut être beaucoup plus crédible pour un poisson qu'un nuage d'arômes artificiels. C'est un peu comme suivre une trace. Si la trace est trop brutale, elle peut sembler anormale. Si elle est progressive, elle paraît naturelle. Les vieux pêcheurs appelaient cela « laisser travailler l'eau ». Ils savaient que le courant, la température et la structure du fond influencent la dispersion des odeurs. Sur un fond vaseux, certaines substances peuvent rester piégées et se libérer lentement. Sur un fond sableux, elles se dispersent plus rapidement. C'est pourquoi le choix du poste de pêche reste essentiel. Les fosses près des berges, les sorties de courant, les zones proches de branches immergées sont souvent des couloirs alimentaires. Les poissons y passent régulièrement pour chercher des invertébrés ou des restes organiques. Placer une appât diffusant une odeur dans ces zones augmente fortement les chances de rencontre entre le poisson et l'hameçon. Et c'est ici que la pratique rejoint l'histoire. Pendant des décennies, les pêcheurs de nombreuses régions post-soviétiques ont perfectionné ces observations au bord de l'eau. Pas dans les magazines, pas dans les vidéos sponsorisées, mais dans le silence des rivières, au lever du soleil, quand les premières touches font vibrer la ligne. Dans la prochaine partie, nous allons passer de la théorie à la pratique. Comment préparer cet appât correctement? Quelle taille de morceaux utiliser? Quel type d'hameçon choisir? Et surtout, quelle erreur simple peut ruiner toute l'efficacité de cette méthode? Maintenant, passons au moment où beaucoup d'expériences de pêche échouent. Pas à cause du poisson, pas à cause de la météo, mais à cause d'une erreur humaine très simple, un montage incorrect. Dans les archives de pêche soviétiques des années 1960, les pêcheurs de la base Volga répétaient une règle simple. Même le meilleur appât devient inutile sur un mauvais montage. Cette phrase paraît évidente, mais dans la pratique, beaucoup de pêcheurs modernes l'ignorent. Ils changent 10 leurres, 20 appâts, mais ils ne changent jamais la façon dont l'appât travaille dans l'eau. Pour comprendre comment utiliser correctement un cube de savon comme appât, il faut regarder comment les poissons se nourrissent réellement dans les rivières de l'espace post-soviétique. Prenons par exemple le silure européen, un poisson qui peut dépasser 50 kg dans certaines sections de la Volga ou du Don. Contrairement à l'image du prédateur agressif, le silure est souvent un explorateur lent. Il se déplace près du fond, utilise ses moustaches pour sonder la vase et détecter des signaux chimiques. Lorsqu'il rencontre une source d'odeur intéressante, il ne frappe pas comme un brochet. Il aspire. Il crée une dépression dans l'eau et avale l'objet pour l'analyser avec ses récepteurs gustatifs. C'est exactement pour cela que la taille et la position de l'appât sur l'hameçon sont critiques. Si le cube est trop gros, le poisson peut aspirer l'odeur sans prendre l'hameçon. S'il est trop petit,
il se dissout trop vite et disparaît avant que le poisson arrive. Les vieux pêcheurs des rivières ukrainiennes utilisaient souvent une taille proche d'un petit pois ou d'un demi-centimètre, pas plus. Ce format permet au savon de rester sur l'hameçon pendant plusieurs dizaines de minutes, tout en libérant progressivement son signal chimique. Le deuxième point essentiel est la fixation sur l'hameçon. Beaucoup de pêcheurs commettent l'erreur de piquer l'appât par un coin. Résultat, lors du lancer, l'appât se fissure et tombe au fond avant même que la ligne soit tendue. La bonne méthode est simple. L'hameçon doit traverser le centre du cube. Cela équilibre le poids et réduit les risques de rupture. Dans les rivières de Biélorussie, certains pêcheurs utilisaient même des hameçons avec de petites barbes sur la tige, appelées aujourd'hui bait holder hooks. Ces petites aspérités empêchent l'appât de glisser pendant les lancers. Troisième détail crucial, la surface du cube. Le savon industriel possède souvent une couche externe relativement lisse. Si vous lancez l'appât tel quel, il peut mettre plusieurs minutes avant de commencer à se dissoudre réellement. Pendant ce temps, aucune trace chimique n'apparaît dans l'eau. Les anciens pêcheurs avaient une solution extrêmement simple. Avant de lancer, ils griffaient légèrement la surface avec l'ongle ou la pointe d'un couteau. Quelques petites entailles suffisent. Cela casse la couche externe et permet à l'eau de pénétrer immédiatement dans la structure du savon. Résultat, la diffusion chimique commence dès les premières secondes dans l'eau. Ce détail paraît insignifiant, mais dans la pêche, il existe une règle universelle. Les petites erreurs coûtent souvent les plus gros poissons. Maintenant, parlons du montage lui-même. Dans les rivières lentes, comme certains bras du Dniepr ou de la Desna, un montage classique de type Donka fonctionne très bien. Une ligne principale solide, un plomb suffisant pour maintenir la ligne au fond, puis un bas de ligne d'environ 20 à 40 cm. L'idée n'est pas de coller l'appât dans la vase. L'idéal est qu'il reste légèrement au-dessus du fond. Pourquoi ? Parce que dans de nombreux fonds vaseux, les odeurs peuvent être piégées dans les sédiments. Si l'appât repose directement dans la boue, la diffusion chimique devient beaucoup plus lente. Un bas de ligne légèrement plus long permet au cube de savon de flotter juste au-dessus du fond, dans une zone où le courant peut disperser l'odeur plus efficacement. Et c'est ici que l'une des propriétés physiques du savon devient intéressante. Certains savons contiennent de petites bulles d'air créées lors de la fabrication. Cela leur donne une flottabilité proche de la neutralité. Autrement dit, ils ne tombent pas comme une pierre. Dans l'eau, ils peuvent rester légèrement suspendus. Pour un poisson qui explore le fond, cet objet devient beaucoup plus visible et accessible. Parlons maintenant du choix du poste, car aucun appât ne peut compenser un mauvais emplacement. Dans les rivières d'Europe de l'Est, les poissons-chats et de nombreux cyprinidés suivent souvent des routes alimentaires bien précises. Les sorties de fosses, les zones où un courant lent rencontre un courant plus rapide, les abords de structures submergées comme les racines ou les vieux pieux, ces endroits concentrent la nourriture naturelle. Les vers, les larves et les petits poissons blessés y dérivent régulièrement. Si un appât libère une odeur dans ces zones, il est beaucoup plus probable qu'un poisson passe dans le courant chimique. Beaucoup de pêcheurs novices choisissent leur poste pour le confort. Une berge plate, de l'ombre, un accès facile. Mais les poissons ne choisissent pas leur route pour notre confort. Ils suivent la nourriture. C'est pourquoi les anciens passaient souvent plus de temps à observer la rivière qu'à lancer leur ligne. Maintenant, abordons un autre mythe fréquent. Changer d'appât toutes les 10 minutes. Sur Internet, on voit souvent des pêcheurs lancer, attendre quelques minutes, puis remplacer l'appât immédiatement. Dans le cas d'un appât diffusant une odeur, cette stratégie peut être contre-productive. La diffusion chimique prend du temps pour se former dans l'eau. Si vous remplacez l'appât trop vite, vous interrompez ce processus. Dans de nombreuses situations, un cube peut rester efficace pendant 20 à 30 minutes. Les pêcheurs expérimentés laissaient souvent l'appât travailler tranquillement pendant ce temps, sauf si le courant était très fort. Enfin, parlons d'une erreur classique qui ruine beaucoup de sessions. Trop de bruit et trop de mouvement. Les poissons des rivières fréquentées deviennent extrêmement prudents. Marcher lourdement sur la berge, jeter des pierres dans l'eau ou déplacer constamment les cannes peut suffire à effrayer les poissons qui s'approchent de l'odeur. Les anciens pêcheurs disaient souvent « Si tu veux attraper un poisson intelligent, commence par rester silencieux ». La pêche n'est pas seulement une question d'appât. C'est une question de comportement. Dans la prochaine partie,
Nous allons voir ce qui se passe réellement lorsque deux appâts très différents sont utilisés au même endroit. Un appât simple et peu coûteux contre un appât industriel moderne. Même eau, même profondeur, même moment de la journée. Et parfois, les résultats peuvent surprendre même les pêcheurs les plus expérimentés. Maintenant, imaginons une expérience simple, presque brutale dans sa logique. Même rivière, même profondeur, même heure de la journée. Deux cannes posées à 2 mètres l'une de l'autre. Sur la première, un cube de savon monté comme nous venons de le décrire. Sur la seconde, un leurre souple parfumé moderne, exactement comme ceux vendus dans les magasins de pêche de Kiev, Minsk ou Moscou. Plastique souple, arôme poisson blessé, prix respectable. Les conditions sont typiques d'un été dans l'est de l'Europe, eau autour de 21 degrés, légère turbidité après plusieurs jours de pluie, courant lent. Ce genre de situation est très fréquent sur le Dniepr, la Seversky Donets ou certains affluents de la Volga. Les poissons sont actifs, mais la visibilité reste faible. Dans ce type d'environnement, la chasse visuelle devient moins dominante et les signaux chimiques jouent un rôle plus important. Maintenant, observons ce qui se passe réellement sous l'eau. Les deux appâts entrent dans l'eau au même moment. Le plastique parfumé commence immédiatement à libérer des composés aromatiques conçus pour imiter une odeur de proie. Le cube de savon, lui, commence lentement à se dissoudre. Des molécules d'acide gras et de glycérol quittent progressivement la surface et se dispersent dans le courant. À première vue, les deux appâts devraient fonctionner. Et parfois c'est le cas. Mais il existe une différence subtile que beaucoup de pêcheurs ne prennent pas en compte. Les attractants industriels utilisent souvent des concentrations élevées de composés odorants pour attirer rapidement le poisson. Dans un environnement naturel, ces concentrations peuvent parfois sembler anormales. Les poissons habitués à la pression de pêche peuvent apprendre à se méfier de ces signaux trop intenses. À l'inverse, la diffusion lente d'un appât simple peut imiter plus fidèlement une source naturelle de nourriture. Dans la nature, un organisme en décomposition ne libère pas une explosion chimique instantanée. Il diffuse progressivement ses molécules dans l'eau. C'est un détail, mais dans un environnement où les poissons doivent prendre des décisions rapides entre danger et nourriture, ce détail peut faire la différence. Les premières minutes passent. Dans la zone du courant, une trace chimique commence à s'étirer derrière chaque appât. Les poissons qui patrouillent près du fond rencontrent ces traces comme un chien rencontre une piste olfactive. Ils ne voient pas l'appât immédiatement. Ils détectent un gradient chimique dans l'eau. Plus ils avancent dans cette direction, plus la concentration augmente. C'est ainsi que beaucoup de poissons localisent leur nourriture dans les rivières turbides. Arrive alors le moment critique, le contact. Un poisson-chat ou une carpe curieuse approche. Les moustaches effleurent l'objet. Les lèvres testent la surface. Si la texture et l'odeur ne déclenchent pas de réaction d'alerte, le poisson aspire l'objet pour le goûter. C'est exactement cette fraction de seconde que le pêcheur attend. Mais cette scène dépend de nombreux facteurs. Par exemple, la température influence fortement la vitesse de diffusion chimique. À 20 degrés, les molécules se dispersent relativement rapidement dans l'eau. À 15 degrés, ce processus ralentit sensiblement. Cela signifie que dans les eaux plus froides du début de printemps, certains appâts basés sur la diffusion chimique peuvent devenir beaucoup moins efficaces. C'est une réalité que les pêcheurs de Sibérie ou du nord du Kazakhstan connaissent très bien. Dans ces régions, l'activité alimentaire des poissons peut rester faible jusqu'à ce que l'eau dépasse 12 à 14 degrés. Un autre facteur souvent ignoré est l'oxygène dissous dans l'eau. Après des périodes de chaleur intense, certaines zones stagnantes peuvent voir leur concentration d'oxygène chuter en dessous de 4 mg par litre. Dans ces conditions, les poissons deviennent léthargiques et réduisent leur déplacement. Un appât peut libérer la meilleure odeur du monde, mais si les poissons ne se déplacent pas, il restera ignoré. C'est pourquoi les zones légèrement courantes ou proches des arrivées d'eau fraîche sont souvent plus productives en été. Maintenant, revenons à notre comparaison entre les deux cannes. Sur plusieurs heures, les touches commencent à apparaître, parfois sur l'une, parfois sur l'autre. Mais dans certaines conditions précises, eau chaude, visibilité réduite, poissons cherchant activement des signaux chimiques, un appât simple peut surprendre par son efficacité. Ce phénomène n'a rien de miraculeux, il reflète simplement la façon dont les poissons perçoivent leur environnement. Et c'est ici que l'ironie devient intéressante. L'industrie moderne de la pêche dépense des millions pour créer des attractants complexes, alors que la nature fonctionne souvent avec des signaux chimiques extrêmement simples. Les vieux pêcheurs n'avaient pas de laboratoire.
Mais ils avaient l'avantage de l'observation empirique. Ils testaient, ils comparaient, ils gardaient ce qui fonctionnait et abandonnaient ce qui ne fonctionnait pas. C'est exactement la méthode scientifique, mais appliquée au bord de l'eau. Cependant, il serait naïf de croire qu'un seul appât peut remplacer tous les autres. Les rivières changent, les saisons changent, les espèces changent. Un appât efficace pour le poisson-chat dans une rivière trouble peut être totalement inutile pour la perche dans une eau claire. Les pêcheurs expérimentés le savent, il n'existe pas d'appât universel. Il existe seulement des outils adaptés à certaines situations. Ce qui compte réellement, c'est la compréhension des conditions, température de l'eau, courant, structure du fond, activité des poissons. Sans cette lecture de l'environnement, même les meilleurs appâts deviennent inutiles. Dans la prochaine partie, nous allons rassembler tout ce que nous avons vu jusqu'ici, l'histoire, la biologie, la pratique, et surtout comprendre pourquoi certaines connaissances anciennes disparaissent parfois pendant des décennies avant de revenir sur le devant de la scène lorsque les pêcheurs recommencent à observer la nature plutôt qu'à écouter uniquement les conseils de marketing. Maintenant, prenons un moment pour relier tous les éléments, l'histoire, la biologie, la pratique. Parce que la pêche n'est jamais seulement une question d'appât, c'est une question de compréhension. Dans l'espace post-soviétique, cette compréhension s'est construite pendant des générations au bord de l'eau, sur le Dnipro, sur la Pripyat, sur l'Irtych, sur l'Amour en Extrême-Orient. Dans les villages de Sibérie, les pêcheurs n'avaient pas de vidéos YouTube, pas de sponsors, pas de leurres fluorescents vendus dans des emballages brillants. Ils avaient une chose, l'observation quotidienne de la nature. Et cette observation a construit une règle simple que les biologistes modernes confirment aujourd'hui. Le poisson réagit d'abord aux signaux naturels, pas au marketing. Prenons un exemple concret. Dans les années 1970, les instituts d'ichtyologie soviétiques étudiaient déjà les mécanismes sensoriels des poissons d'eau douce. Les chercheurs observaient que certaines espèces pouvaient détecter des acides aminés dissous dans l'eau à des concentrations incroyablement faibles. Chez certains poissons-chats, ces seuils pouvaient descendre à quelques parties par milliard. Cela signifie qu'un signal chimique minuscule peut suffire à déclencher un comportement de recherche alimentaire. Mais il y a une condition essentielle. Le signal doit correspondre à quelque chose que le poisson connaît dans la nature. Une molécule étrange, une odeur artificielle trop intense, peut produire l'effet inverse. Le poisson s'approche, puis s'éloigne. Voilà pourquoi certaines recettes miracles circulant entre pêcheurs ne fonctionnent que très rarement. L'ail dans tous les appâts, le pétrole, l'essence, même la vodka. Oui, ces histoires existent vraiment. Mais la biologie reste la biologie. Les poissons ont évolué pendant des millions d'années pour reconnaître certains signaux alimentaires. Ils n'ont jamais évolué pour manger de l'essence. C'est ici que le problème moderne apparaît. Beaucoup de pêcheurs débutants cherchent une solution magique, un leurre parfait, une formule secrète. Une couleur miracle. Mais la réalité est beaucoup plus simple et beaucoup plus exigeante. La pêche est une combinaison de 3 facteurs, le bon endroit, le bon moment, et un appât qui correspond au comportement du poisson dans ces conditions. Si un seul de ces éléments manque, les chances chutent brutalement. Par exemple, dans les rivières de l'Ukraine centrale, le poisson-chat devient nettement plus actif lorsque la température de l'eau dépasse environ 18 degrés. Avant ce seuil, son métabolisme reste relativement lent. Cela signifie qu'un pêcheur peut passer des heures avec le meilleur appât possible sans obtenir la moindre touche, simplement parce que les poissons ne sont pas en phase d'alimentation active. Même chose avec l'oxygène dissous. Dans certaines zones stagnantes en plein été, la concentration peut descendre sous les 3 mg par litre. Les poissons évitent alors ces zones ou deviennent extrêmement passifs. C'est pourquoi les vieux pêcheurs cherchaient souvent les zones où l'eau bouge légèrement. Une sortie de fosse, une arrivée de ruisseau, une cassure du fond. Là où l'eau se renouvelle, l'oxygène augmente et la vie revient. Un autre facteur souvent ignoré est la pression de pêche. Dans les lacs proches des grandes villes comme Kiev, Kharkiv ou Rostov-sur-le-Don, les poissons rencontrent des hameçons et des appâts presque chaque jour. Avec le temps, certains individus deviennent méfiants. Des études comportementales ont montré que les poissons peuvent apprendre à éviter certains stimuli associés au danger. Cela signifie que des appâts inhabituels peuvent parfois déclencher des touches simplement parce qu'ils ne ressemblent pas aux pièges habituels. Mais attention, cela ne transforme pas un appât simple en miracle universel. Un cube de savon ne remplacera jamais une stratégie complète.
Si vous lancez au mauvais endroit, au mauvais moment, dans une eau trop froide ou trop pauvre en oxygène, vous pouvez attendre toute la journée. Les poissons ne viendront pas. C'est pourquoi les pêcheurs expérimentés passent souvent plus de temps à lire l'eau qu'à changer d'appât. Ils regardent la couleur de la rivière, la direction du vent, les insectes à la surface, les bulles qui remontent du fond. Chaque détail raconte une histoire. Maintenant, revenons à la question qui dérange parfois l'industrie de la pêche. Pourquoi certaines méthodes simples disparaissent-elles pendant des décennies avant de réapparaître? La réponse est moins mystérieuse qu'on pourrait le croire. Le marché de la pêche moderne est énorme, des milliards de dollars chaque année. Les entreprises vendent des cannes, des moulinets, des leurres, des attractants. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Beaucoup de ces innovations sont excellentes. Mais le système économique favorise naturellement les produits qui peuvent être vendus encore et encore. Un appât qui coûte $1 et dure longtemps ne crée pas un marché très rentable. Voilà pourquoi certaines connaissances restent dans l'ombre pendant longtemps. Non pas parce qu'elles sont secrètes, mais simplement parce qu'elles ne génèrent pas de profit massif. Pourtant, au bord de l'eau, le poisson ne connaît ni les marques, ni les catalogues. Il réagit seulement à son environnement. C'est là que la vraie leçon apparaît. Les anciennes méthodes ne sont pas supérieures aux nouvelles, et les nouvelles ne sont pas supérieures aux anciennes. Ce sont simplement des outils différents dans la boîte d'un pêcheur intelligent. Celui qui observe, expérimente et compare. C'est exactement l'esprit de cette chaîne. Tester les mythes, vérifier les conseils, comprendre pourquoi certaines choses fonctionnent réellement et pourquoi d'autres ne sont que des histoires racontées autour d'un feu de camp. La pêche est un savoir transmis lentement, génération après génération. Des grands-pères qui pêchaient sur la Volga, des pêcheurs ukrainiens au bord du Dnipro, des hommes en Sibérie qui lançaient leurs lignes dans les rivières glacées. Chacun ajoute une petite pièce au puzzle, et au final, une seule chose reste vraie. La pratique décide toujours. Pas les discussions, pas les théories, pas les conseils de canapé. Seulement les heures passées au bord de l'eau. Alors testez,